Vous entendez ou pas? Oui. Alors, je fais pause. Tu veux qu'on continue? Ouais, non, tu peux faire plaisir. Alors, donc, c'est un extrait de Anticasla, interprété par Alain Jean-Marie, composé par Monsieur Roger Raspail, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. On a fait de grandes personnes là ce soir, hein, vraiment. Alors, merci beaucoup, Kassia Dosso-Coutouré. Merci. D'être venue à la librairie. Pour donc, nous présenter. On peut dire tu. Oui, tu peux me tutoyer. Donc, pour nous présenter ton premier roman, La solitude des notes bleues, donc qui est sorti en février 2025. Voilà, cette année aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc, Katia, tu es journaliste, tu travailles pour Libération, pour Jazz Magazine, hein. Aussi. Jazz Mais en fait, Magazine. Jazz Magazine, c'est plus de la côté. De la côté, Voilà. d'accord. Tu as travaillé aussi pour Jeune Afrique, c'est ça. Donc, tu es née en France, de parents guidéens, je ne sais pas, c'est ça. Et tu as beaucoup voyagé dans ton enfance. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce récit a une part autobiographique? Est-ce qu'on peut le dire? Écoute, c'est une bonne question. Non, je rigole. En fait, oui, il y a une part autobiographique, du moins au début, parce que l'enfance qui est décrite dans ce roman s'inspire de mon enfance. Après, vers la vie adulte, il y a une grosse distance par rapport à ce que je suis moi et ce que je suis devenue. Disons que pour le terreau principal de l'intrigue, je me suis inspirée de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, en apportant plein d'éléments très romanesques. Et par rapport à cette question, j'aimerais beaucoup faire référence à Jakuta Lekavazovic, qui vient de sortir un roman où elle parle d'une héroïne et sa mère. Et souvent, on lui demande « est-ce qu'il s'agit de vous ?» Et elle dit que oui, l'ambiguïté, elle est voulue, qu'on se demande si c'est moi, mais en fait, de quoi est fait notre vie? De fantasmes, de secrets. Et en fait, ce que permet la littérature, c'est de mettre des mots sur les fantasmes et sur les secrets. Et c'est ce qui crée la fiction, en fait. C'est pour ça que j'ai pas l'impression d'être dans une littérature du réel, à une époque où j'ai l'impression qu'on est abreuvé par le réel. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'essais, de choses comme ça. Les gens sont dans un besoin de réel que moi, j'avais envie de contourner, en fait. C'est-à-dire, ok, je puise dans des souvenirs d'enfance, je puise dans des trucs que j'ai pu ressentir ou vivre, mais en même temps j'avais envie de créer un récit complètement imaginaire. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que c'est pas tout à fait un roman autobiographique. Et puis il y a aussi un autre élément, dans la mesure où le roman est très inspiré par le jazz. Je dis souvent que j'ai composé ce roman comme une musicienne de jazz. D'accord. Alors, une musicienne de jazz, elle va avoir une mélodie qui revient tout le temps dans le morceau de jazz. Mais tout autour, ce qui fait le jazz, c'est l'improvisation. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le thème, la mélodie principale qu'on retrouve au début et à la fin d'un morceau de jazz, d'un standard de jazz, ce sont les souvenirs d'enfance. Et tout autour, il y a de l'improvisation. Donc en fait, j'ai composé un morceau de jazz, quoi. Morceau de jazz. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle le titre. Oui, la note bleue fait référence à la note que le musicien de jazz recherche assidûment à travers ses morceaux, mais aussi à la dissonance. En fait, une note bleue est dissonante et j'aime les dissonances dans la vie. C'est-à-dire on a tous des petites blessures, on a tous des petits trucs. Il y a plein de choses dissonantes en fait dans la vie tout le temps. Et pour moi, c'est le sens même de la musique que j'aime, qui est le jazz. Le jazz est fait d'accords dissonants, comme la vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que les notes bleues
sont essentielles dans le roman. Ouais. Alors, avant de continuer, même parce que j'ai commencé par te poser cette question-là, mais c'est pas ce que j'avais prévu en premier. Déjà, en fait, ton roman est dédié à Maryse Condé. Donc, tu écris au début à Maryse Condé, notre grand-mère à la tendresse aigre douce, à nous toutes, femmes territoire, étirées d'ouest en ouest. Étirées d'ouest en ouest. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui était Maryse Condé pour toi? Enfin, qui est elle, comme c'est décidé, mais il en va écouter. Autrement. Ouais. Oui, non, c'est vrai, il a écrit autrement. Alors Maryse Condé, j'ai commencé à la lire très jeune, pas par rapport aux classiques, c'est-à-dire que les premiers, c'était pas Ségou, ni Moi Tituba sorcière, mais j'ai commencé par La vie scélérate, Désirada, plein de romans comme ça qui étaient dans la bibliothèque familiale. Et en fait, via mon parcours de journaliste, notamment culture, j'ai été amenée à la rencontrer à plusieurs reprises. Et en fait, notre première rencontre s'est faite en 2016 à Gordes, où elle était installée. Et ça a tout de suite matché, ça a cliqué. Et ça a cliqué dans le sens où je parle des femmes territoires étirées d'ouest en ouest. C'est-à-dire que Maryse Condé, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle était de la Guadeloupe. Et en fait, elle s'est retrouvée à avoir une vie complètement trépidante en Afrique de l'Ouest. Entre le Ghana, la Guinée, le Sénégal. Et puis elle a été témoin de grands moments historiques dans ces pays-là. Notamment, elle a accompagné les indépendances. Elle a vu le régime de Sékou Touré, ce qu'il a fait à la Guinée après l'indépendance. Elle a été étirée d'ouest en ouest, de la Guadeloupe à l'Afrique de l'Ouest, et ensuite elle s'est retrouvée aux États-Unis, et on est encore à l'Ouest. Donc voilà, cette héroïne, elle naît à l'Ouest de la France, en Bretagne. Elle se retrouve à grandir dans les West Indies, littéralement les Indes de l'Ouest, et ensuite elle se retrouve à Paris, en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire occidentale, l'Europe occidentale. Et elle traverse aussi quelques pays d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que tout se déroule toujours dans l'Ouest. Et contrairement à Maryse, Maryse qui a eu l'itinéraire des Antilles vers l'Afrique, cette héroïne, elle part de l'Afrique vers les Antilles. Et c'est un mouvement dont on parle très peu. On parle très peu de la présence africaine aux Antilles, dans les Antilles françaises. Que ce soit, elle est très importante, elle s'apprend encore, et on parle très peu de ce mouvement-là. Et donc Maryse, elle m'a accompagnée dans mon propre parcours de vie, via des conseils, elle m'a confié des trucs. Puis elle avait aussi il y avait un truc que j'aimais beaucoup chez elle, c'était, pour elle, elle incarnait la puissance du paradoxe. C'était une femme très paradoxale. C'est-à-dire qu'elle pouvait dire un truc à un moment et le lendemain tout le contraire. D'accord. Donc elle était complètement tiraillée aussi, et elle le dit dans La vie sans phare, entre Frantz Fanon, la colère âpre de Frantz Fanon, et en même temps la négritude presque douce d'Aimé Césaire. Elle était tiraillée entre ça. Un jour, elle était plus fanonienne, le lendemain, elle était plus dans la négritude. Et elle avait aussi ce truc, peut-être que tu vas trouver ça raciste ou xénophobe, je sais pas quoi, parce qu'on me l'a reproché, mais souvent, je trouve que chez certaines Antillaises, et elle me fait penser à ça. J'ai grandi avec une Martiniquaise. Et elles ont le regard dur, les traits durs, avec une douceur dans les yeux. En même temps. Ouais. C'est un paradoxe que je vois sur leur visage. Et c'est pour ça que je parle de la tendresse aigre douce chez Maryse, parce que non seulement elle adorait faire la cuisine est très importante dans la vie de Maryse, et donc pour parler de ce truc doux, amer, que je retrouve sur son visage et dans son caractère, c'est-à-dire que Maryse, même au soir de sa vie, elle était rude, quoi. Elle disait les trucs, moi je me rappelle un jour je débarque et je lui dis ouais, c'est intéressant d'être d'origine guinéenne et tout. Elle me dit mais c'est quoi ces conneries d'origine, t'es pas d'origine guinéenne, t'es guinéenne quoi. Et elle parlait comme ça en fait, alors qu'elle était pas bien, elle était diminuée. Ouais, vraiment, elle avait un discours sur la société française, ce qu'elle voyait à la télé l'inspirait beaucoup, elle pouvait plus écrire mais elle avait tout un truc à dire, elle avait énormément de choses à dire encore, et elle m'a toujours accompagnée, que ce soit des petits coups de fil. Je me rappelle quand elle a eu le prix Nobel alternatif, on s'est parlé pendant 1 heure où elle m'a dit qu'elle regrettait que ce soit les Suédois qui la mettent en avant et tout, etc. Et pas les Français. En fait, elle a toujours très mal vécu que son premier roman, qui est lié à son parcours en Guinée, Erika Menon, elle a toujours regretté qu'il n'ait pas eu de succès de librairie en fait. Elle a toujours regretté ça. Bon, les gens qui connaissent La vie sans phare, son autobiographie, c'est parce qu'ils s'intéressent
à la littérature afro-caribéenne, mais on n'étudie pas Maryse Condé à l'école. Donc, il y a de ça. Ouais. Et ici, ouais. Voilà, parce que en Guadeloupe, en Martinique, elle était là, quoi, elle était présente. Et puis il y avait, je sais pas, je la voyais un peu comme un mentor. Enfin, je sais pas. Mais je la voyais un peu comme un mentor et je me rappelle de discussions qu'on a pu aussi avoir sur La vie sans phare quand elle me disait j'ai dit tout de ce que j'étais. Oui. Parce qu'elle raconte quand même des trucs de fou, quoi. Et je me rappelle que pas mal d'intellectuels haïtiens avaient très mal reçu son propos, surtout quand elle dézingue certains régimes post-indépendantistes en Afrique de l'Ouest. Et puis aussi, elle a eu le pouvoir et le courage de désacraliser ce que j'appelle le lien entre l'Afrique et les Antilles. C'est-à-dire que souvent, quand on vient des Antilles, au-delà d'autres communautés, on se revendique africain. Et elle l'a désacralisé en disant oui, je viens des Antilles, peut-être que mes ancêtres esclaves étaient africains, mais en même temps, l'Afrique, c'est une dinguerie, quoi. Elle l'a dit vraiment, elle m'a dit j'ai souffert en Afrique, j'ai vu des choses pas possibles, et en même temps, elle crache pas dessus. Le lendemain, elle va dire je regrette de ne pas avoir appris une seule langue africaine. Enfin voilà, oui, elle était vraie, et en fait, ce que j'aime, c'est parce que je déteste la déification des figures littéraires ou quoi que ce soit, parce qu'on oublie leur humanité. Et ce qui est intéressant avec Maryse, dans sa littérature, dans tout ce qu'elle écrit, toutes les héroïnes féminines, c'est Maryse en fait. Tituba, c'est Maryse. Exactement. Elle est partout, elle est dans tous ses romans, et elle dit ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, elle n'a pas peur de se contredire, elle s'en fout. Elle n'a pas peur de dire qu'elle a couché avec un tel, qu'elle est amoureuse d'un tel. Parce que c'est une femme humaine avant d'être une grande écrivaine que les gens glorifient. Et moi, j'ai horreur de ça. Et justement, ça rejoint ce que j'ai voulu faire dans ce roman. Voilà. Est-ce que tu peux quand même bien nous repréciser ce qu'est pour toi une femme territoire? C'est une femme du coup qui est partout, qui vient de différents endroits? Non, précisément une femme territoire, c'est une femme qui va régner sur le lieu dans lequel elle se retrouve par le biais de la migration. C'est-à-dire que quand on parle de migration, quand on imagine des pirogues qui quittent tel ou tel pays pour aller en Europe, on ne voit que des hommes, on ne voit jamais les femmes. On oublie qu'il y a des femmes qui traversent. Quand on dit migrants, on ne dit jamais migrantes. On dit les migrants et on ne voit que des visages d'hommes qui manifestent pour avoir des droits parce qu'ils ont quitté leur pays, et tout, etc. Les réfugiés, c'est souvent réfugiés ES, pas EES. Et en fait, ce qui était intéressant pour moi dans ce roman, vu tous les territoires traversés, notamment les territoires de l'Atlantique Noir, tels que théorisés par Paul Gilroy, ce qui était intéressant, c'est que c'était les femmes qui décidaient des mouvements, pas les hommes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui décidaient à tel moment l'héroïne va quitter cet endroit pour aller là, retrouver telle femme, qui au bout d'un moment va faire en sorte que l'héroïne quitte cet endroit pour aller là, retrouver une autre femme. C'est les femmes en fait qui font les circulations, alors qu'en règle générale, tout ce qui est circulation dans l'Atlantique Nord est tenu par des hommes. C'est ça. Et Maryse Condé est un peu l'exception selon moi. Il y a une autre écrivaine que j'adore qui s'appelle Maryse Vieux-Chauvet. Quand Maryse Vieux-Chauvet écrit, elle écrit sur Haïti.bar. Maryse Condé, elle a écrit sur tout l'Atlantique Noir. Mais avant de parler de Maryse Condé, on va parler d'écrivains de la Harlem Renaissance, par exemple. Langston Hughes, qui est un de mes poètes favoris, lui, il quitte les États-Unis pour aller s'installer à Paris. Et donc, en fait, c'est encore une circulation qui est liée à des soucis sociopolitiques. Mais aussi des circulations d'un point de vue artistique, littéraire. Et en fait, même quand on parle de la Harlem Renaissance, on ne parle que des hommes. Genre Langston Hughes, James Baldwin ne faisait pas partie de la Harlem Renaissance, mais c'est le même mouvement, toujours dans l'Atlantique Noir, que des hommes. Donc j'avais envie de donner aux femmes, même si elles sont très ambivalentes et pas forcément désirables dans ce roman, j'avais envie de leur donner du pouvoir, en fait. Et ce pouvoir permet à l'héroïne d'avoir du pouvoir aussi. Mais alors, attends, parce que l'héroïne dans le roman, comme pour que je redise bien, ton récit raconte l'histoire d'une femme qui naît à Quimper, comme tu le dis, enfin qui grandit d'abord à Quimper, qui après se retrouve. Elle est née à Quimper. Elle est née à Quimper. Après, elle se retrouve en Guadeloupe, elle se retrouve en Martinique, mais à chaque fois, elle est ballottée en fait, elle n'a pas de.
Oui, elle est ballottée. Elle circule C'est dans ça. l'Atlantique noir. Mais elle n'a pas du pouvoir, sauf peut-être on va raconter la On fin, ne se mais... rend pas compte du pouvoir sous-jacent à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être d'origine africaine, de naître en France, de grandir en Guadeloupe, ensuite en Martinique, de traverser la Gambie sous l'ère Yaya Jammeh, qui n'est pas cité, mais le dictateur de l'époque, d'avoir un aperçu de la Guinée forestière. C'est une richesse incroyable. Mais sur le moment, on a l'impression qu'elle subit des choses. Elle surtout qu'elle ne comprend même pas. Elle se sert de quoi pour surmonter ce qu'elle subit? Alors, de la musique. Oui. C'est là que se situe la richesse dont elle est issue. Si elle est autant attachée au jazz, c'est à cause de ses circulations. Moi, Marie, ça m'a toujours dit, et là, ça va être le point commun que j'ai avec cette héroïne, elle m'a dit franchement, que tu sois à fond dans le jazz, ça n'a rien d'étonnant, alors que les Blancs, qui tiennent tous les médias jazz en France, ils trouvent ça bizarre. On a eu ces discussions. Le fait d'être une femme noire à fond dans le jazz, c'est considéré comme bizarre. Ah bon? Oui. Ah, moi, ça me... Non. Mais en fait, je veux dire, dans l'industrie de la musique, chez les que ce soit les journaux, les labels, en fait, toutes ces personnes qui sont à fond sur les musiques noires sont blanches. Dans les médias, ça étonne que ce soit une personne noire. Oui, exactement. Après les noirs, justement, Mon rédacteur en chef chez Jazz Magazine, un jour m'a sorti, je ne vais pas te mentir, une jeune femme de ton âge qui s'intéresse au jazz, ça m'interpelle un peu. Ah bon? Mais pourquoi? Alors que c'est mon histoire. Oui, c'est ça. Et que ça fait partie de mon itinéraire. C'est là qu'est la puissance de cette héroïne. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, vu ce qui lui arrive dans le roman, qui va voir un mec blanc dans un bar de jazz, qui lui file un boulot? Ça n'existe pas, ça. C'est ça. Ça n'existe pas. Ok. Mais en fait, c'est vraiment à la fin. Oui, dans la dernière partie du... Mais oui, parce qu'en fait, pour grandir, quand on prend des coups en grandissant, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. On ne peut pas avoir le pouvoir tout de suite. Mais en fait, le pouvoir, il se construit petit à petit, de façon sous-jacente, en fait. Et donc, c'est ça la puissance de cette héroïne. Parce qu'elle va se rendre compte, au fur et à mesure, qu'elle-même est une femme territoire. C'est ça. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, les femmes territoires, oui, elles lui font subir 14 000 trucs, mais à la fin, c'est elle qui gère, en fait. C'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire, quel est son territoire, quelle est la musique qui l'accompagne. Et c'est là qu'elle a son pouvoir et qu'elle retrouve la puissance, en fait. Et peu importe ce qu'on lui a fait subir, moi je dis parfois, il nous arrive des dingueries, ça nous fait grandir. Donc voilà, moi je suis plutôt... Pardon, elle aurait pu, t'as dire Non, mais regarde, par exemple, vis-à-vis de ce qu'elle subit, elle aurait pu finir très mal. Hein. Ah bah bien sûr, tourner vers la drogue, l'alcool. Et en fait, non, elle pète le feu en fait. Et c'est ça l'histoire. Donc voilà. Et donc pour parler précisément de la musique, parce que chaque chapitre a un titre de chanson. Il y a Anti-Kazla, il y a d'autres choses aussi. La musique est vraiment un personnage, donc du coup, c'est pas juste une aide ou une béquille pour... Alors en fait, pendant longtemps au début, j'ai cru que... j'ai pris ça comme une béquille, mais en fait, j'ai compris, c'est un premier roman. En fait, j'ai mis tout ce que j'étais. D'accord. Et en fait, la plupart des gens qui me connaissent savent que je suis passionnée de musique, pas que de jazz. Et mettre, de musique en général, et mettre de la musique dans ce roman à ce point, c'est-à-dire, au début, mon éditrice, elle m'a dit, non mais ça va là, on a compris que t'aimais bien ce morceau, mais bon voilà. Mais en fait, ça avait un sens pour moi, qu'elle soit, parce que il y a encore ce point commun avec moi-même, c'est-à-dire que moi, j'ai été accompagnée par la musique dans toutes les circulations que j'ai eues, en fait. Et puis même quand on lit, quand on est à fond dans la littérature est musique. Et moi, parfois, j'ai tendance à dire que je me trouve un peu mélodique. Parce que, mais mélodique d'un point de vue dissonant. Souvent, on me dit je suis cinglée, que je ne réfléchis pas comme tout le monde. Et j'en suis fière, en fait. Et pour moi, c'est une mélodie dissonante qui ressemble au jazz. Je vais pas dire que je suis jazz, là, parce que vraiment... voilà, mais bon, genre, je veux dire que... Au début, j'ai vraiment pris ça comme une béquille. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi et puis en fait c'est un premier roman et j'ai mis tout ce que j'étais, voilà. Et ce que je suis, c'est aussi cette passion pour la musique. Moi, quand j'écoute pas de musique une seule journée, je le sens à la fin de la journée. Je me dis, j'ai même pas écouté un seul morceau. Donc, et c'est pas seulement le jazz, c'est la musique en règle générale. Ouais. Par curiosité, tu joues d'un instrument quand même? De la guitare et un peu de piano. D'accord.
Et est-ce qu'on peut parler du rapport, en fait, du lien des femmes entre elles? Parce que j'ai trouvé que les femmes n'étaient pas du tout solidaires entre elles dans ce roman-là. Il n'y avait pas de sororité. Non, Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. Casser en fait des idées. Je t'ai parlé déjà de la vérification, genre de mettre à mal les héros, H-E-R-A-I-T-S, tu vois. Mettre à mal l'image d'une Marie Scondé, en fait. C'est ce que je t'expliquais, en fait. C'est ne pas oublier l'humanité des gens. Toutes ces femmes territoires, avant d'être africaines, avec des valeurs, on respecte les anciens, elles sont humaines avant. Ou maman, vous avez voilà. son enfant. Et toutes les mamans, c'est pas parce qu'elles sont nées en Guinée qu'elles sont géniales avec leurs gosses. En fait, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Pardon, j'ai oublié la question. Du lien des femmes entre elles. Parce que l'héroïne... En fait, j'ai voulu lever le voile sur certaines illusions qu'on peut avoir quand on parle de familles ouest-africaines, ou même aux Antilles, je crois, mais je ne saurais pas trop dire. En fait, forcément, on s'imagine que, ouais, sororité, nanana. Alors que c'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Ce que j'aime à dire, c'est que si on regarde autant de telenovelas sur le continent africain, que tout le monde regarde les Feux de l'amour, je sais pas où, c'est partout en fait, c'est complètement universel. Et souvent on a tendance à isoler le continent africain ou les cultures afro-diasporiques comme étant particulièrement dans l'entraide, dans la compassion, dans le respect des anciens. Pour moi, ça peut être une illusion parfois. Et en fait, c'est ce que j'avais envie de mettre en avant dans ce roman, de dire que, ouais, c'est pas parce que la nana, elle arrive dans une concession avec plein de femmes que c'est carnaval, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que sa mère demande à ce qu'elle revienne que sa voilà, mère va s'occuper exactement. Et c'est pas parce qu'on est... et comme je le redis, la mère de cette héroïne, elle tient un rôle prépondérant dans ce roman. Sa façon d'être mère, souvent, on a tendance à déifier ce truc. Ouais, ma mère immigrée qui a quitté l'Afrique de l'Ouest, qui s'est battue pour moi. Elle fait pas ça en fait. Parce qu'elle est humaine avant tout, elle fait avec ce qu'elle peut. Moi, je la juge pas. Hein. Je mets en avant le fait qu'elle soit humaine en fait et qu'elle ne colle pas à un stéréotype en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord pour lire un extrait? Je te laisse choisir. Eh bien, on va prendre le moment où l'héroïne retrouve sa maman. Alors, attends. C'est page 108, si je me trompe pas. Ok. Et je m'embête où? Tu peux commencer plutôt. Voilà. Et je m'embête oui, là, tu peux faire des parties. Moi, j'avais mis vomissement. D'accord, super. Là, ça te va? Ok, donc je commence par commencer là. Voilà. Voilà que dans ma petite tête retentit une mélodie. 3 temps, c'est une valse jazzifiée. My favorite things. Je n'entends pas tellement le thème que joue John Coltrane. C'est le jeu du pianiste qui m'habite. C'est McCoy Tyner. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec son piano, il fait une valse en plusieurs dimensions. Elle est aussi allègre que grave. Et puis la contrebasse, je l'entends aussi. Elle aussi fait 1, 2, 3 par endroit. Elle m'intime de traverser la mer pour retoucher terre. Peu importe que cette terre ne soit pas Caraquera. Dans ma tête, je danse sur cette valse aux 1000 nuances, tons et harmonies. 1, 2, 3. J'avance à reculons, là, sur le ponton. Je danse en avant vers maman, vers Fort-de-France, et danse en arrière vers Tata, vers Caraquera. Et entre les deux, la mer. C'est Elvin Jones qui dessine les vagues. Ce morceau est plein de félicité et à la fois enrobé d'une très légère angoisse, voire d'une dramatique appréhension. Il ne parle pas tant de joie, enfin. C'est surtout que cette joie n'est pas complète, absolue. J'écoute les 1, 2, 3 de Michael Tyner dont les tons fluctuent, comme les battements de mon cœur sous mon sein gauche tout plat. 3 temps de slow motion, 3 temps de full speed. My favorite things s'accorde avec le ponton qui sonne la rupture et qui va le dingue. Bientôt, maman est là en face de moi. Et j'entends le solo de Michael Tyner sur My favorite things. Mon cœur, à l'extrême gauche, est au bord de l'explosion. Mon cœur trahit Tata. Parce que revoir maman m'émeut bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je me rends compte qu'elle n'a pas tellement changé, elle est toujours aussi belle, et dans ses yeux, étirée en amande, cette même note de tristesse. Sa musique n'est pas si différente de celle que jouait son corps à Quimper. Il me semble qu'elle n'est plus si frêle, et cela, même si je ne la distingue pas correctement. C'est que le pianiste continue à jouer dans ma tête. Je ferme les yeux et j'imagine Michael Tyner au piano qui avance et recule en 3 temps. Et plus je regarde maman, plus son discours s'estompe. C'est la musique de maman qui cette fois retentit. Le type est là aussi, les deux sont si mal assortis. Lui, je le trouve gras. Il a troqué le vert pistache pour du beige, ce n'est pas mieux. Je pense bien qu'il me prend dans ses bras. Alors,
c'est que le mouvement est si rapide. Alors, je réalise que son parfum, je l'ai senti pendant tout le voyage, d'où la nausée, d'où les vomissements. Merci. On va t'applaudir. Et alors, donc, on a fini justement sur le mot vomissement. Dans tout le livre, on voit que l'héroïne a des... Ce qu'elle subit de l'extérieur sort à travers des boutons, qu'elle a des vomissements, elle a des maux de tête, elle a différentes choses. Tu as vraiment bien décrit comment les traumatismes qu'on vit peuvent ressortir comme ça. Et tu me disais au début que tu avais fait donc, des recherches et tout pour... Ouais. J'étais allée... en fait, c'est parce que je l'ai vu chez quelqu'un. D'accord. Et c'est le travail d'un écrivain de s'inspirer de choses qu'on voit et tout, etc. D'une personne très proche d'ailleurs, qui avait des abcès au niveau de plusieurs parties de son corps. Et c'était souvent soit sous le sein, au niveau du pubis, des endroits féminins. Et en fait, elle a fait vraiment un travail, elle cherchait les causes, ne trouvait pas. Et en fait, à un moment, elle a dit c'est peut-être psychologique. Et moi, comme j'ai tendance à souvent croire que le psychologique peut avoir un impact physique, physiologique assez fou, elle a fait des recherches et elle s'est rendue compte qu'il y avait un lien, un problème avec le maternel chez elle. Et donc du coup, ces abcès symbolisaient une sorte de... C'est difficile pour elle, elle avait une relation difficile avec sa propre mère, et ces abcès, en fait, qui se forment comme des volcans sur le point d'éclater, symbolisait cette relation difficile avec sa mère, quelque chose qui avait besoin d'exposer, un truc qu'elle avait gardé sous silence et qu'elle avait besoin d'exprimer. Et ce truc s'exprimait à l'endroit de la mère, donc dans tous les endroits liés à la naissance et au fait de nourrir son enfant. On nourrit avec le sein, on donne naissance au niveau du bas, là, c'est le pubis. Et donc du coup, enfin voilà, mais je vais pas... et donc du coup, c'était des endroits qui symbolisaient un truc dont elle avait manqué de ça. Donc ça m'a inspirée, j'ai fait des recherches, enfin voilà. L'idée, c'était pas non plus de faire une dissertation sur le sujet, mais voilà, c'était inspirant pour le personnage de subir ce genre de choses. Quand elle perd ses cheveux, par exemple, la perte du cheveu qui dit la féminité, même chez les femmes noires qui ont les cheveux crépus, bouclés, c'est joli. Tu perds tes cheveux, tu deviens chauve. Tu as perdu quelque chose, ce que j'écris dans le roman, elle a perdu sa superbe en fait. Voilà, sa tante ne veut plus d'elle parce que tout d'un coup, sa tante qui avait un trophée se retrouve avec un enfant qui n'a pas de cheveux. C'est ça. Donc là, ça crée un cataclysme en fait. Et tous ces symptômes qui débarquent sont le reflet des petits cataclysmes qui sont en train de se créer. Le fait qu'elle vive tout ça à ce moment-là, ça annonce la perte, ça annonce quelque chose qu'elle s'apprête à vivre, qui va être une blessure existentielle majeure dans sa vie. Donc voilà, c'était une façon de décrire, parce qu'il y a la musique certes, mais il y a aussi le corps qui parle, et j'avais envie de mettre ça en avant. Est-ce qu'on peut revenir justement sur le personnage de la tante qui est donc le personnage maternel pour l'héroïne, mais qui en même temps est un peu... Parce que quand tu écris que c'est un trophée, qu'elle montre un trophée et tout, c'est comme si elle prend soin de l'héroïne, mais aussi pour se faire bien voir, pour se faire valoir. C'est là où est l'ambivalence et la complexité humaine chez la femme antillaise, c'est-à-dire qu'elle est martiniquaise, cette femme-là. Et donc du coup, elle se retrouve avec une enfant parce qu'elle n'a pas pu en avoir elle-même. Et cet enfant donc, va devenir quelque chose à polir, quelque chose de joli, quelque chose qui lui donne une place dans la société. Au-delà d'être la femme d'un médecin, enfin voilà. Elle a un enfant, donc ça lui donne une place de maman, de quelqu'un qui prend soin. Et en fait, il y a une contrepartie à ça, de la part de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant doit faire en sorte que la tante soit toujours à la bonne place, qu'elle soit toujours rayonnante. Et pour être rayonnante, il faut que l'enfant rayonne aussi. Parce qu'il y a une sorte de mouvement comme ça, c'est-à-dire que si l'enfant est bien habillé, a de bonnes notes, super joli, tout le monde l'adore, on adore forcément la personne qui l'élève. Et donc, voilà. Et donc en fait, il y a quelque chose de très malsain dans ce rapport, parce que l'enfant, l'héroïne, comprend le rôle qu'elle a à jouer. Elle comprend qu'elle a un rôle à jouer. Et ça, quand on a un enfant, ou quand on prend soin d'un enfant, pour moi personnellement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand on fait un enfant, on ne fait pas un enfant pour qu'il ait un rôle à jouer vis-à-vis de ce qu'on est. Et là, c'est ce que fait cette tante avec cet enfant. Elle a besoin
de cette figure, de cet enfant qui a de bonnes notes, qui est toujours première de la classe, pour trouver une place dans la société et elle-même exister. Parce que bon, enfin, voilà, elle est martiniquaise, infirmière, son mari est chirurgien, enfin voilà, là elle retrouve encore un rôle supplémentaire. Souvent, j'ai souvent cette réflexion avec moi-même, là j'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, et je me dis, quelle est ma place dans la société? Bon, j'ai trouvé la réponse, je te rassure. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on considère que voilà, si exactement, exactement. Qu'est-ce qui donne un rôle, qu'est-ce qui nous donne une superbe dans la société dans laquelle on évolue. Et il faut bien se rappeler que ce couple d'Antillais évolue dans un milieu très privilégié, c'est-à-dire que tout est beau, tout est bourgeois, ils n'ont aucune, ils s'intéressent pas du tout à ce qui se passe vraiment en Guadeloupe en fait. C'est pour ça que je parle de bulle carouquérienne en fait, c'est-à-dire que ce qui se passe vraiment à Carouquéra, donc le nom Arawak de la Guadeloupe, ne les touche pas. Les émeutes, ils vont même pas au carnaval, enfin voilà, ils sont dans une bulle en fait. Et dans cette bulle, il faut que tout soit parfait. C'est ça. Et en fait, cette femme est drivée par le sentiment de perfection absolue. Et en fait, ça va avoir un impact sur l'enfant qu'elle élève. Voilà. D'accord. Et les figures masculines, justement, elles sont très taciturnes, je trouve, qui ne parlent pas. Enfin, taciturnes en même temps qui ont un impact. Non, qui ne parlent pas, qui ont deux qui hochent la tête à changer. J'imaginais bien l'emploi en Guadeloupe. Bah, en fait, c'est un trait très afro, j'ai envie de dire, mais c'est ça, de la part des hommes, en règle générale. Après, ce qui est intéressant, le cadavre que tu nommes, le cadavre qui se meut, en fait, on comprend à travers la fin du livre pourquoi ce mec est un cadavre qui se meut en fait. Donc ça, on comprend à la fin. Mais comme pour revenir sur ce que je disais avant, j'avais envie de donner du pouvoir aux femmes. Donc les hommes, ils ne sont que de passage, ils ne sont pas territoire. Ils ne le seront jamais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant avec l'oncle. Ils ne se parlent pas, mais par contre, sa passion de la musique passe par lui. C'est ça, c'est ça. Mais en silence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne le vivent pas ensemble, ils le vivent séparément. C'est aussi pour montrer mais il y a toute l'absurdité. Voilà, il lui transmet, mais il ne le sait pas qu'il lui a transmis. Il ne le sait pas du tout. Il ne sait pas qu'il a transmis la passion de la musique à l'héroïne. Et c'est pour montrer tout le truc absurde de la chose, en fait. Donc, je sais pas. Donc, voilà. Les hommes, ils sont secondaires dans cette histoire. Secondaires, mais en même temps, qui mettent beaucoup de violence aussi, même le second mari, en fait, du coup. Moi, je trouve que les femmes sont beaucoup plus violentes que les hommes. Parce qu'en fait, de la part des hommes, la violence est frontale, alors que chez les femmes, elle est beaucoup plus insidieuse. Donc, la mère, bon, c'est les deux, parce qu'elle, c'est celle qui règne sur tous les territoires, c'est celle qui a donné naissance avant même la grand-mère, après la grand-mère, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est plus insidieux, c'est pas le cadavre qui se meut, ses actes sont d'une violence extrême, mais qui s'écrit, voilà, exactement. Alors que la mère, le fait de toucher, de prendre la main de sa mère et qu'elle la rejette, c'est déjà une violence extrême. Mais c'est pas on va pas dire, ouais, c'est violent. C'est pas comme ça qu'elle lui avait mis une gifle ou je sais pas quoi. Elle la frappe. Oui, elle la frappe. Mais tu veux dire dans les actes qu'elle fait, au quotidien. Oui, exactement. C'est ça qui est la violence. La violence n'est pas forcément dans le fait qu'elle frappe son enfant. On s'est tous fait frapper quand on était jeunes Moi non. Mais je sais. Moi j'ai pris des moustes, je veux dire, qui étaient violentes. Et genre, c'était pas... Enfin, je veux dire, mais à l'école, moi je me prenais des coups de bâton pour bavardage quand j'étais en 6e. Donc, tu vois, j'ai pas ce rapport-là, tu sais, la violence du parent qui va mettre une claque ou qui va prendre un fouet pour frapper les fesses, là. Moi, c'est pas un truc qui me choque en fait, tu vois. C'est pas la violence qui m'importe. C'est la violence des femmes qui m'importe, tu vois. De tendresse. Ouais. Donc, la mère qui frappe sa fille. Enfin, ok, toutes les mères, pour moi, c'est pas un truc extraordinaire. Mais la violence, elle se situe où? Dans son absence, même quand elle est présente. Elle est là, la violence. Donc voilà. Désolée. La violence, elle est dans... Ouais, je trouve que les femmes sont beaucoup plus violentes que les hommes dans ce roman.
Ok. Et alors, à la fin, parce que j'ai bien lu, remercie le mot, tout ça que tu as. Et en fait, tu remercies Felwine Sarr, Boubacar Bory Diop, tu dis d'avoir pressenti ce roman. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus d'écriture justement et de création? Donc tu me parles de Felwine Sarr et Boris. En fait, il y a une époque où je suis allée vivre au Sénégal, j'étais journaliste indépendante, et j'étais beaucoup dans tout ce qui était musique, littérature, société. Et donc je les ai rencontrés par le biais de mon métier et autres, via des connaissances. Et ils ont été les premiers à me dire, tu portes un roman en toi. Moi, par nos discussions, par mon parcours, de se dire, ouais, ça c'est un truc qui s'écrit, qui se raconte. Après, ils m'ont pas dit, tu vas écrire ton autobiographie, quoi. Enfin, j'avais 24 ans. En fait, ils ont senti que j'avais une appétence pour l'écriture. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, je fais un portrait de Felwine Sarr qui n'est pas encore hyper connu pour Bibliops, qui est pour moi la meilleure rubrique littéraire dans le paysage. Enfin, du moins à l'époque, c'était dans les années 2010. Aujourd'hui, je sais pas. Et Boris, pareil. Donc en fait, on avait beaucoup d'échanges intellectuels à Saint-Louis du Sénégal, et notamment un échange qui m'a particulièrement marqué parce qu'à l'époque ils étaient voisins et ils organisaient des rencontres avec des Antillais qui étaient établis au bord du fleuve Sénégal. Moi je trouvais ça complètement dingue. Et je me retrouvais là-dedans. On avait de vrais échanges sur des sujets de société qui touchaient à la fois aux Antilles, à l'Afrique de l'Ouest, à la Guinée. Genre, il y avait une vraie émulation intellectuelle. Et donc je pense qu'ils ont perçu ça dans le sens où elle a des choses à dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je les remercie. Et là, le processus créatif, c'est que sur ce roman, ce premier roman, c'est une idée qui gère en se disant, tiens, je vais me servir de cette histoire pour raconter quelque chose. Donc j'écris une fois, 2 fois, quelques pages, sur plusieurs années. Et puis à un moment, je lâche l'affaire en me disant, en fait, non, c'est pas mon truc. Puis à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. J'appelle Maryse. D'accord. Et je lui dis, franchement, la Marie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive ce roman en fait. Et elle me dit, mais bien sûr, et donc elle va me mettre en contact avec plusieurs de ses éditeurs. Et pareil, pur hasard, je suis en train de marcher dans Paris et je parle à une amie et je lui dis, il y a un nom dans cette liste qui m'interpelle. Et je ne savais pas pourquoi en fait, mais absolument pas. Et il s'agit de mon éditrice actuelle, Anne-Sophie Stefanini. Et je l'ai contactée. J'y suis allée au culot, j'ai envoyé quelques pages et Anne-Sophie a vu un truc que moi je voyais pas tout de suite, vraiment. J'étais un peu en mode, parce qu'elle était vraiment enthousiaste et tout, et moi j'étais là, mais vraiment Je croyais vraiment. Ouais. Et en fait, et puis oui, et Véronique Hardy aussi d'ailleurs, et je me rappelle, elles étaient vraiment très enthousiastes. Elles voyaient quelque chose que moi je ne voyais absolument pas en fait. Et donc, et puis après là, l'éditrice. Mais après, et là je comprends que Anne-Sophie est quand même la personne qui a accompagné la sortie de l'autobiographie de Maryse, la femme. Et là je me dis, mais c'est quoi cette filiation de dingue? Après c'est mon côté spirituel, je pense que rien n'arrive. Non, il n'y a pas de hasard. Tu penses? Je pense, non. Je sais pas, genre je me suis dit, c'est quand même... ouais. Enfin moi, la vie sans phare... Surtout que tu avais contacté d'autres éditeurs. J'en avais contacté un qui m'avait pas vraiment calculé. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça va jamais se faire en fait. Enfin, j'ai pas... Et en fait... Donc tu n'as pas beaucoup cherché ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que Anne-Sophie, son nom m'a interpellée, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, le temps qu'elle me réponde, j'ai contacté un autre éditeur. Mais le truc que je veux dire, c'est que je dois ça à Maryse. Hein. Enfin, sans elle, moi, je sais pas où je serais en fait. Donc, ça se trouve, il n'y aurait pas de roman en fait, je ne sais pas. Et surtout, donc il y a Maryse et après Anne-Sophie qui voit quelque chose que moi je ne vois pas et qui m'apprend à avoir confiance en moi, en mon écriture, mon style, à éviter 14 000 références d'autres auteurs, parce que j'avais tendance à citer, voilà. À m'apprendre à trouver ma propre voix en fait. Et ça, c'était génial comme processus. Donc oui. Je ne sais pas si je dois appeler ça de la chance ou pas, mais je dois tout ça à Maryse et Anne-Sophie. Ouais. Ok, alors, on va lire un autre extrait.
Tu m'as dit que tu voulais lire, tu m'as dit que Je sais plus ce que je te disais. Je sais plus, tu m'as dit, hein. Euh, Désolée, excusez-moi. J'ai des petites pertes de mémoire, déjà. Peut-être le passage à Bokeh avec la grand-mère. Je sais pas, peut-être à un moment. J'aime bien l'histoire de la guérison au quartier énergie là. Celui-là? Ouais, qui apporte un petit peu de réalisme magique dans l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Oui, bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça quand on a dit. Ouais, mais en même temps, bon bref, je vais pas m'étendre. Si, mais si, après tu pourras nous dire. Alors, je vais lire juste le passage concerné. Je suis en train de le chercher. Hein. Oui, je l'ai. Non, t'inquiète pas, je vais le trouver. C'est parce que c'est très long, donc... ok. Voilà. Dit Paris Guinet, celle qui a donné naissance. Comment savoir d'où lui vient ce surnom? Je n'ose pas demander. Tout comme je n'ose rien demander quant à mon grand-père. Il est une présence invisible dont j'ignore tout. Quoique. Je garde en tête la photo en noir et blanc et sa pose solennelle, son chapelet entre les doigts. Mon imagination n'est d'aucune aide. Je n'arrive pas à l'imaginer aux côtés de Dibar Guinet, ou même aux côtés de la deuxième coépouse, ma tante paternelle. Je n'arrive pas à l'imaginer accueillant maman, sortie tout droit de l'utérus maternel. 3 épisodes ont suffi pour que je comprenne et finisse par accepter à quel point ma présence insupportait Dibar Guinet. Yon, je n'ai pas tellement voulu y croire. Deuxième, je ne sais pas si c'était vraiment grave, mais troisième, là, j'avais été envahie par la douleur et la honte du rejet maternel, et quelque chose de lancinant, une éraflure, voire une énième fissure sur ma substance. 3 accidents qui, encore, font mal. Yon, je suis tombée malade, sous 40 degrés, je suis en pull dans Bokeh. Je grelotte, la fièvre, comme l'impression d'être dans une autre dimension, et ce mal de ventre incessant, la bouche sèche. Je n'arrive plus à me mouvoir ni à parler. Maman ne semble pas s'en inquiéter. Je mets cela sur le compte des Tigo que j'avale toute la journée et des blocs gelés de jus de bissap que je dévore comme si ma vie en dépendait. Tigo, Tigo. Et les blocs de glace rouge-vermeil, l'équivalent des Cinnabols carpériens. Alors, j'attends que ça passe. J'ai si mal, si froid. Un matin à l'aube, l'une des sœurs cadettes de maman, Nandina Bintou, débarque dans ma chambre. Je ne dors pas. Il est 5 heures du matin. Que me veut-elle? Je dois m'habiller et la suivre. On sort de la maison et on commence à marcher le long de la route principale. Je ne sais pas comment je tiens debout, je me sens si faible, et il me semble que l'on marche depuis des heures. Soudain, on change de décor. Plus de route, mais des chemins boueux, des arbres ici et là. On croirait la Guinée forestière, et des cases. Exactement ce que je voulais rétorquer quand en Guadeloupe, on m'interrogeait sur l'Afrique. Je n'ai aucune idée de là où m'emmène Nandina Bintou, mais je la suis. Elle ne dit pas un mot, moi non plus, mais je n'ai pas peur. Il y a des silences, le chant, le bruit des oiseaux, des palabres, les pilons déjà en pleine action, des exclamations, des onomatopées, des cris, des femmes à peine habillées, des bébés qui pleurent, des hommes qui marchent d'un pas rapide, sans même nous lancer un regard, des enfants qui courent, mais où sommes-nous? C'est comme du free jazz et c'est drôle. Bientôt, on s'arrête devant une sorte de petite cabane qui tient à peine debout. Je vois flou. Une femme que je n'arrive pas tellement à distinguer en sort. Elle a un foulard sur la tête dont je ne vois pas la couleur, les seins nus. Elle et Nabintou se parlent. Évidemment, je n'y comprends rien. Je sens que je vais m'effondrer. Mais la femme au foulard ne m'en laisse pas l'occasion. Elle me saisit le bras et me conduit derrière sa cabane. Là, dans une sorte de cage faite de branches et de lianes, elle me déshabille. Je me laisse faire, la tête basse, les bras brinque-ballants. Il n'y a plus une once d'énergie dans mon corps, dans mes membres, dans ma tête. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs, cette once d'énergie. Derrière moi, il y a plusieurs seaux multicolores remplis d'eau. Alors, la femme au foulard attrape une mixture noire, avec laquelle elle me frotte de la tête aux pieds en psalmodiant, en chantant presque par moments. Nue, je tremble de froid, furieusement. Et bizarrement, je ne sens aucune odeur. La femme au foulard attrape les seaux et me jette l'eau sur le corps pour me rincer, puis elle recommence, puis elle me frotte avec ce qui s'apparente à des plantes ou des feuilles. Elle psalmodie encore, chantonne et ne semble pas surprise de voir tant de lésions sur mon dos. Ma poitrine complètement plate, elle la frotte sans la regarder. Mais à quoi rime ce cirque? Elle me frotte si vigoureusement la peau que j'en ai mal. Et l'eau est si froide. Quant à sa douche, elle ne protège pas des regards. Au bout de ce qui me semble être une éternité, elle me rince une dernière fois et me tend mes vêtements. Je suis trempée, je dois me rhabiller alors que l'eau ruisselle sur ma peau. On sort de sa cabine de douche végétale pour rejoindre la Bintou, assise devant la cabane à laquelle le vent vient de foutre une sacrée gifle. Soudain, nausée, je vais vomir. Les deux me regardent sans un mot, comme si de rien n'était, tandis que je m'efforce de ne pas dégueuler. Je n'ai rien mangé depuis des jours, je n'ai rien dans l'estomac,
mais je finis par vomir. Je vomis, vomis, vomis. Plein de choses, plein de matières, plein de couleurs. Et cette flaque se dégueulit, on croirait en plein hémisphère, avec multiples frontières, des continents qui changent de forme, éternelle régurgitation. Les deux femmes sont là à attendre. Merci. Merci. Et tu veux dire quelque chose En fait, j'ai tendance à parler de réalisme magique, mais je veux dire, dans nos cultures ouest africaines, ça n'a pas tellement de sens de dire ça. Ouais, parce qu'en fait, ça, je l'ai vraiment vécu, pour être tout à fait honnête. Guérir en 2 heures, parce que la meuf, elle samedi, elle me lave avec des branches. Enfin, je sais pas, ça m'a marqué en fait. Tu l'as vécu, toi. Ouais. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des choses qu'on n'explique pas vraiment dans nos cultures, on n'a pas besoin de mettre de mots là-dessus. Mais ça, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué, ouais. Et autant il y a des choses qui relèvent du fantastique, on va dire, dans ce roman. Là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Nadia? Ceux qui ont déjà lu ou pas encore lu. Hein. Tu m'appelles Nadia. Nadia. Je sais que tu t'appelles Katia. Non, mais je sais que tu t'appelles Katia. Pourquoi je dis Nadia? N'importe quoi, Agnès. Moi, je m'appelle Agnès. Je sens encore comment je m'appelle. Je suis désolée, t'inquiète pas. D'où ça sort en plus, Nadia? Il n'y a même pas de Nadia dans le. Non. Mais c'est pas grave. Hein. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de Je suis fatiguée en fait. L'héroïne n'a pas de prénom. Non. L'héroïne n'a pas de prénom. Ouais. C'est Nadia en fait. Non, l'héroïne n'a pas de prénom. Parce qu'en fait, le prénom, ça pouvait. Je sais pas pourquoi je lui ai pas donné de prénom en fait. Ouais. Je pense que inconsciemment, je voulais pas qu'on puisse la situer quelque part, mais dans le même temps, je raconte un truc par rapport à son prénom qui fait écho à mon prénom. Donc, je pense que j'avais pas forcément envie qu'on arrive à la situer, c'est-à-dire j'avais envie de marquer aussi la bizarrerie en fait de sa vie et de ce qu'elle est, de sa naissance, qui fait écho à la bizarrerie qui m'est propre en fait. Genre je vais dire s'appeler Katia quand on vient d'une famille musulmane ouest-africaine, c'est très étrange. Et donc je pense que j'ai pas voulu lui donner de prénom, soit pour ça, enfin j'ai pas la réponse exacte à cette question. Pourquoi ne pas lui donner de prénom? Il y a aussi le côté intime, c'est-à-dire le jeu que j'emploie, de parler des sensations quand je parle de cette douleur placée à l'extrême gauche, comment elle vit avec son cœur et tout, etc. C'est tellement intime que je pense que mettre un prénom sur un truc aussi intime, je sais pas, je pouvais pas. Il y avait un truc que j'y suis pas arrivée. Puis je voyais pas quel prénom lui donner, Julie, tu sais, je sais pas. Enfin, tu sais, c'est Fatoumata, non, je sais pas, non, Ça aurait été. Oui. Je pense que ça n'aurait pas On eu l'aurait la même. imaginé peut-être si tu avais donné le prénom. Voilà, j'avais pas envie. Mais en même temps, je je la décris parfois. Oui, c'est ça en même temps. Mais je pense que j'étais dans une forme d'ambiguïté sur ça. Peut-être qu'il y avait aussi des choses que j'avais envie de faire passer. C'est-à-dire que oui, on peut s'appeler Katia, avoir un prénom russe et être ouest-africaine profondément. Des choses que j'avais envie de faire passer en disant ça. Oui, on peut avoir du vitiligo sur les lèvres, des choses comme ça. Mais je pense que je ne lui ai pas donné de prénom parce que je voulais rester vraiment dans ce récit très intimiste en fait. Donc parfois j'ai eu peur que ça fasse un peu journal intime, mais non, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Non. Tu t'en es très bien sortie. Ok, super, merci. Merci pour la question. Je sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Non, vous n'avez pas de questions. Oui, c'est-à-dire que quand vous disiez que vous écoutez la musique tous les jours, vous pouvez écrire, c'est-à-dire que vous êtes inspiré par quel type de musique exactement quand vous écrivez? Je sais que vous écoutez toutes les musiques. Pardon? Le jazz Beaucoup de jazz. Ouais. C'est-à-dire que je me rappelle par exemple le passage qu'on a lu avec My Favorite Things de John Coltrane. Oui. En fait, j'étais en train d'écrire le passage entre la Guadeloupe et la Martinique. Et en fait, j'avais une playlist qui tournait comme ça. Et là, ça retentit. Et là, je suis en train d'écrire et j'entends les 1, 2, 3 de McCoy Tyner au piano. 1, 2, 3, avec différents tons en fait. Le tempo. Ouais, voilà, le tempo ouais. Et aussi le côté 3 tons. 1, 2, 3. En fait, je pense que c'est un truc qui revient beaucoup dans le roman. Je construis beaucoup les choses en 3 parties. C'est-à-dire que
quand je dis Yon, deuxième, troisième, ou quand je dis Killing Fila, Saba, en bambara, c'est-à-dire 1, 2, 3, je fonctionne beaucoup en 3 parties. Là, je me sers d'une valse 3 temps, parce qu'en fait, je suis habitée par la musique, comment on appelle ça? Pardon. Non, par le rythme ternaire. Voilà, par le rythme ternaire de la musique qui est propre à nos musiques à nous, en fait, que ce soit aux Antilles ou en Afrique de l'Ouest. Et ce rythme ternaire, je l'entends dans My Favorite Things, qui est à la base une basse, hein, mais c'est aussi un morceau de jazz où genre, Michael Tyner, il est dans une sorte de il est dans quelque chose de très ordonné, mais il est aussi dans l'impro, en fait. Et donc, je sais pas, ça, je me suis imaginé plein de trucs quand je me dis Elvin Jones, j'entends la batterie d'Elvin Jones et je me dis ça c'est les vagues, ça c'est la mer. En fait, c'est ça qui se passe, en fait. Je me rappelle, genre, j'avais ma voisine à côté, je l'appelle, je lui dis mais c'est un truc de ouf ce que j'ai trouvé, écoute ça. Alors elle écoute pas du tout de jazz, donc elle comprenait pas du tout ce que je voulais dire. mais genre, en fait, tout d'un coup, le morceau là, je sais pas, il y avait un truc. C'est quel titre? My Favorite Things. My Favorite Things. Ouais. Donc, comme la plupart des standards, il y a plusieurs versions, mais la version que j'adore, c'est la plus longue, où on entend Michael Tyner à fond. C'est John Coltrane. Ouais, John Coltrane, mais John Coltrane, en fait, c'est pas lui qui m'intéresse dans le morceau, c'est Michael Tyner. C'est le piano, en fait, et aussi un peu Elvin Jones à la batterie. Parce que vraiment, je sais pas, il y a un truc qui s'est dessiné dans ma tête. Et pareil, Anti-Casla de Alain Jean-Marie, donc déjà c'est les Beginner Réflexions, mais c'est un morceau qui fait partie de l'enfance pour moi. C'est une mélodie très... Enfin, ça va être très bizarre de dire ça, hein, mais pour moi c'est comme une comptine en fait. Pour moi, personnellement. Il y a une autre comptine qui apparaît, c'est un morceau de Lokwakanza. Un morceau de Lokwakanza où je mets les paroles en lingala. Les gens ne comprennent pas, mais en fait, ce morceau, c'est une berceuse à la base. Et en fait, je pense que j'avais des petits morceaux comme ça aussi qui voulaient dire l'enfance, l'innocence. Anti-Casla, c'est peut-être pas ça, mais je me rappelle en avoir parlé à Alain, qui m'avait dit, tu sais Katia, pour moi, Anti-Casla, dans la petite maison, tu vois, ça me rappelle les Antilles, la Guadeloupe, quand j'étais jeune. C'est lui qui m'a dit ça. C'est toi qui l'as composé. Je ne sais pas quel regard tu as sur cette compo, mais lui, il m'a dit ça. Et là, moi, je sais que quand j'écoute Anti-Casla, je retrouve des sensations, je retrouve ma chambre d'enfant, je retrouve la chaleur, les couleurs, je retrouve ça, en fait. Donc, je me suis servi aussi de morceaux qui m'accompagnent depuis toujours. Il y a eu des morceaux qui ont débarqué comme ça parce qu'ils étaient parfaits pour le truc. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. Le deuxième chapitre s'appelle Girl. Girl, c'est un morceau d'une chanteuse qui s'appelle Tori Amos. Quand elle écrit ce morceau, donc c'est une chanteuse de pop, tu peux la mettre dans la musique alternative, disons, avec Björk, PJ Harvey et compagnie. Et en fait, quand elle sort ce morceau Girl, où elle parle d'une petite fille qui s'agrippe à une photo évanescente et qui s'est trouvée, on pourrait croire que je prends le truc de façon très littérale. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'elle veut dire. En fait, elle écrit ce morceau Girl à une époque où son label l'a fait chier et ne veut pas la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'elle, elle se prend un peu pour Kate-Bush. Il y a une histoire derrière cette chanson. Et en fait, c'est un cri d'indépendance, de libérez-moi, en fait, elle veut dire dans cette chanson, par rapport à l'industrie du disque. Mais moi, je reprends le morceau au compte de l'héroïne, qui a besoin de se libérer de la violence dans laquelle elle est en train d'évoluer, là. Et elle se rend même pas compte que c'est... Voilà. Et Girl accompagne ce morceau parce que, voilà, j'ai transposé de façon littérale ce que dit Tori Amos, et aussi parce que Tori Amos, au piano, elle est dissonante. Et la plupart des morceaux que j'ai choisis, il y a une dissonance quelque part, forcément. Donc voilà. La playlist est disponible Ouais. sur YouTube et Spotify. Ouais. Si vous cherchez playlist solitude, la solitude des nobles, vous Ouais. la trouvez. Exactement. Ouais. Il y a des bonus avec ce livre. Voilà. C'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, c'est pas tant une question, mais c'est plus une remarque sur la thématique à 3 temps. C'est que dans le bouquin, très souvent, la problématique qu'elle a pour entrer en contact avec sa mère, c'est qu'il y a une autre personne. Et pas que, il y a aussi l'héroïne qui est avec la tante et l'oncle. Donc il y a souvent cette trinité, finalement. C'est marrant, je me disais pas... Ouais, et à chaque fois, en fait, elle attend soit que sa mère soit disponible. Et quand elle n'est pas disponible, elle se retrouve au milieu d'un trio.
enfin dans un trio, et quand sa mère est disponible, elle est avec un homme qui l'empêche d'accéder à elle. Et elle se dit, je vais enfin accéder, ça y est, maman elle est enfin à moi, quand sa mère se libère de l'homme. Et finalement, en fait, Comme avec elle n'y l'enfant arrive Annette, pas, qui et elle disparaît. développe autre chose, donc Ouais. elle se met à danser. Mais en fait, elle est souvent dans une... Dans une Ouais. brigade. Ah, c'est drôle. Mhm. Je m'étais pas rendu compte. Moi non plus, à Et après, la construction en 3 temps, c'est. Tu vois, par exemple, quand le chapitre avec le concerto en ré mineur de Rachmaninoff. Ré mineur, c'est quoi? C'est un bémol. En fait, c'est le bémol sur la vie, en règle générale. Mais aussi, c'est parce qu'il est en 3 mouvements. Donc, 1, 2, 3. Donc, voilà. C'est des petits trucs comme ça. Voilà. Et quelle est la place de la photographie? Parce que souvent, c'est des clichés et après, il y a des... Alors en fait, quand je dis cliché comme ça, déjà j'aime dans le style, j'aime beaucoup faire des phrases très courtes, utiliser des mots très simples. En fait, moi je vais pas utiliser 14 000 images pour dire que la mer est bleue en fait. Donc la mer est bleue, la mer est bleue. Je l'écris comme ça. Et en fait, cliché, c'était une façon aussi de décrire le souvenir sans entrer dans trop de détails et de laisser la place au lecteur d'imaginer aussi le cliché en fait. C'est prendre le lecteur par la main. Quand je dis cliché, là tout d'un coup il faut qu'il s'imagine, c'est pas une photo à proprement parler, c'est un oui, là. Souvent les gens pensent ça, mais vraiment au premier chapitre quand je parle de cliché, il n'y a aucune photo dans cette histoire en fait. Le cliché c'est le souvenir et je veux que le lecteur s'imagine lui-même le souvenir. Quand je parle de la mer qui s'échappe des bords, de la photo en noir, c'est pas une photo, c'est un souvenir, c'est une image, c'est pas une photo qui a été prise quoi. Oui, mais moi je le voyais, oui, Polaroid. Ah non. Après, ça c'est toute la force. C'est ça. Mais en fait c'est ça que je voulais aussi, tu vois, que les gens puissent s'approprier des trucs. Par exemple, j'ai eu cette conversation sur quand je parle du Far West, où je mets FAR.OUEST au lieu de Far West à l'américaine. Il y a quelqu'un qui me sort, mais oui, t'as raison, Far West, comme aux États-Unis, la rue est vers l'or, c'était violent et tout. Moi, j'avais même pas du tout pensé à ça en fait. Ah bon? Donc, non, j'ai mis Far West parce que Far West, j'ai pris de façon très littérale. Moi, je suis très simple en fait. Je vais pas chercher 14 000 trucs. J'ai mis Far West parce que Far, loin, West, juste ça. Mais tu prends pas ça ou pas? Bah oui, mais en fait, moi je pensais pas à ça. Je me suis pas imaginé les carrioles là qui vont vers l'ouest. Je me suis pas imaginé ça en fait. Et elle s'est imaginé ça. Oui. Tu vois, en disant mais oui c'était violent, la rue est vers l'or. J'ai dit mais j'étais pas là-dedans en fait. Non, mais en même temps, c'est ça qui est beau. Oui, avec les- mais c'est de ça, toute façon, avec les c'est romans, exactement ce que je on t'explique. voit Ouais. différentes choses. Ouais, voilà. Et alors, et donc tu as un projet en ce moment. Est-ce que tu en parles ou bien pas encore? Tu peux dire que tu vas pas. Bon, j'en parle pas trop, mais disons que le dénouement est sur les rails. Ouais. Très bien. Voilà. Et on sera moins dans l'intime, quoique. Non, on sera moins dans l'intime. Il y aura un prénom, déjà. Ce sera écrit à la 3e personne. Et en pas fait, possible. ouais, l'héroïne aussi. Ouais, pareil, je continue mon propos. En fait, sans être dans la solitude des notes bleues 2, en fait, il y a des choses qui vont revenir. C'est-à-dire que mon travail sur les couleurs, je vais aller beaucoup plus loin, notamment sur l'indigo. Oui, C'est vrai, on n'a pas parlé, pardon. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais. Je vais aller beaucoup plus loin dans le travail sur les couleurs et j'en dis pas plus parce que sinon je vais raconter Oui, trop de trucs. Non, mais Et enfin voilà, et puis il y a des trucs aussi qui vont disparaître parce que bon, comme j'ai dit dans le premier roman, j'ai donné tout ce que j'étais. Là, j'ai pas besoin pour le deuxième de mettre tout ce que je suis en fait. J'ai envie de mettre beaucoup des autres. Voilà. Alors oui, donc pardon, on sait qu'on n'a pas parlé. Alors que c'est quand même un objet qu'elle a tout le temps avec elle. Ah oui, le tissu Son indigo. mix. Le tissu indigo, alors ça symbolise deux choses. Alors déjà, c'est la couleur bleue. Le bleu, c'est la couleur du romantisme au sens allemand du terme. Cette héroïne est complètement romantique, pour moi en fait. Enfin, c'est une héroïne romantique. Elle est attachée à la nature, à la mer, elle passe son temps à traverser la mer, elle est mélancolique, elle est extrêmement mélancolique, dépressive sur les bords, enfin, on ne peut pas faire plus romantique 19e siècle que ça quoi. Et il y a aussi une autre dimension, c'est que l'indigo c'est quoi? C'est une couleur qui vient de l'indigotier, qui est un arbre qui vient de la Guinée, et qui crée une couleur, une teinture
sur laquelle, à partir de laquelle on va faire des pagnes, des tissus, même des boubous, mais ça c'est plus le bazin, donc c'est encore autre chose. Mais le truc, c'est que je voulais aussi marquer à travers le tissu indigo la couleur de ce personnage, de l'âme de ce personnage. Son âme est bleue, en fait. La dissonance, comme la note bleue, et l'indigotier bleu, parce qu'elle vient de la Guinée, et que la Guinée, c'est le pays du lépi. Ce qu'on appelle le lépi, c'est le tissu indigo. Et le tissu indigo vient principalement, pour ce qui concerne l'Afrique, hein, parce qu'on peut aussi parler de l'Asie, c'est encore autre chose, mais pour ce qui concerne l'Afrique, pour moi, le tissu indigo, c'est la culture guinéenne. Quoi. Donc, c'est une façon de la ramener aussi à sa culture. Il y a deux trucs. C'est le côté occidental, romantique, dépressive. Moi, je dis au bled que je suis dépressive, personne ne me calcule. Quoi. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le côté, je retourne à mes racines, en fait. Et mes racines, c'est l'indigo, l'indigotier, la couleur bleue, la teinture bleue. Dès qu'on la porte et qu'il fait 40 degrés, on est bleu. Parce qu'elle, oui, ça déteint. Ouais, ça déteint. Et là, cette question de la teinture, le truc qui déteint, c'est aussi très intéressant en fait, tu vois. Je parle d'un tissu, d'une couleur qui déteint en fait, qui déteint sur sa peau. Je le dis pas comme ça, mais pour moi, d'un point de vue symbolique, ça veut dire ça. C'est pour ça qu'elle est attachée à ce tissu. Ce tissu qu'elle garde. Oui, et il y a aussi un autre truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que apparemment, quand on a des enfants, en psychologie de l'enfance, on explique qu'un enfant doit grandir avec un doudou. Et en fait, je pense que je lui ai créé un doudou que moi j'avais jamais eu en fait. Donc je pense que qu'il y avait de ça inconsciemment. C'est une amie qui me l'a fait comprendre, mais non, voilà, c'est vrai, c'est comme voilà, doudou. ouais, comme son doudou. Et même quand il n'a pas la même odeur, du coup, elle est un peu. Oui, bon, ça se fait pour mettre un petit truc magique, tu vois. Non, mais c'est vrai que les enfants, quand on lave, il ne faut pas laver les doudous des enfants. Oui, il n'a plus aucune odeur. Oui, voilà. Moi, comme j'ai pas de notion du doudou, c'est moi, on l'a dit après, en fait, on m'a dit, mais c'est ouf, parce que tu sais que le doudou, c'est très important. Et je me suis dit, ah ouais, je vais quand même donner un doudou, c'est cool. Enfin, elle a un truc, quoi. Ouais, donc moi, je lui veux du bien à cette héroïne. Oui, voilà. C'est non. Voilà. Oui, madame. Moi, j'avais une question sur la couleur du seau, parce que tu disais que le bleu, le son bleu en jazz, peut-être en jazz, c'est le son de dissonance, et je m'interrogeais pourquoi. Parce qu'en fait, la note, elle n'est pas juste, en fait. Ah, une note juste, Elle n'est pas juste, donc c'est... Elle Voilà, est c'est pas soit... fausse non plus, ouais, elle n'est pas fausse non plus, c'est très... C'est une note un peu ambivalente, quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est... Roger, tu pourras expliquer ça mieux que moi, c'est parce que... l'état d'esprit. Ouais. L'état d'esprit, c'est une note qui touche un esprit musical. Ça peut être très libre, ça peut être aussi très orienté. La note bleue, c'est une très belle note d'ailleurs. Quand on la joue, c'est pas souvent, mais quand on met l'accord, elle est belle. Ouais, voilà, Donc c'est caractéristique du jazz en fait. C'est du jazz. Ah, c'est la c'est ça. musique, Blues, jazz, le ouais. jazz. Et puis le blues, on dit avoir le blues, ça rejoint tout le bleu, voilà. Et puis voilà. Et parce que je suis obsédée par le bleu. Ok. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque? Ouais, juste une curiosité, hein. Roger. Pas une question. Vous parliez beaucoup de Marie Scondé. Est-ce que vous parlez musique avec elle? Parce que c'est vrai, elle était un petit peu dure. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'elle écoutait, qu'est-ce que vous écoutiez ensemble avec Marie? Alors, je lui faisais écouter des trucs, mais elle ne me calculait pas trop, je vais être honnête. Mais par contre, elle me disait oh, moi, la musique, c'est dans ce que j'écris, la musicalité des mots, je sais pas quoi. Elle me disait des trucs comme ça, en fait. Elle me disait qu'elle était attachée à la musique dans son style. Moi, personnellement, après, j'ai jamais osé lui dire, j'ai jamais vu où était vraiment la musique dans le style de Maryse. Ouais. Mais si elle l'a perçue comme ça, c'est que c'est quelque part. Mais moi, je l'ai jamais perçue comme ça. D'accord. Mais je pense que c'est parce que je suis trop à fond dans ça. Quand je parle de musicalité par rapport à mon propre style, c'est, tu vois, cette façon de faire des phrases très courtes, comme des notes en fait, une cadence, un truc qui va très vite et à la fois très lentement. Pour moi, c'est ça la musicalité. Mais peut-être qu'elle voulait parler d'autre chose, mais du coup, j'ai pas compris. Donc voilà. Mais elle était pas... je lui ai fait écouter des trucs, elle me disait ouais c'est très bien quoi, mais sans plus quoi. Donc voilà. Elle était pas Non, toute pas poli, mais bon, c'est bien, mais bon, voilà. mais j'adorais ça chez elle en fait, j'adorais ça chez elle. Elle était... Enfin oui, Entière, entière. elle était entière, elle était cash. Moi il y a des trucs quand je lui disais elle s'énervait,
sur des broutilles, et puis après, elle passait complètement à autre chose. Ouais, c'était une belle personne. En phase avec ses paradoxes. Et c'est ce que j'aimais chez elle. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Je laisse la bonne. Voilà. Si vous voulez le livre, il est là.